Salut Corinne. Alors je vois que tu es déjà au travail. Ah bah écoute, j'ai pas envie de me faire avoir par le temps, du coup je m'y mets déjà. On n'est jamais certain de rien ici en Belgique. Ah non, ça c'est clair. S'y prendre à l'avance. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer de ton côté? Alors, ce mois-ci, j'ai décidé d'aller voir François et de parler pelouse, parler gazon et surtout d'éradiquer la mousse en fait de nos gazons. Ah bien voilà, moi je vais être, et ce sera le fil rouge de ce mois, Sébastien, du côté des arbustes. Je vais rester ici sur le site du Centre technique horticole de Gembloux, mais je vais aller retrouver des professeurs de l'Institut technicole horticole de Gembloux. Je vais aller retrouver tout d'abord Michel qui va nous apprendre comment tailler la vigne. Et puis ensuite, Patrice fera avec nous une plantation d'arbustes en conteneur. Et puis Virginie, de son côté, nous parlera du noisetier et notamment de sa taille. Eh bien, c'est parfait. Je t'en mets un petit peu. Remplis ma boîte? Allez, c'est parti, on y va. Hop! Michel, tu es professeur de travaux pratiques en arboriculture. On est ici dans les vignes parce qu'on va parler de la taille. C'est le bon moment pour le faire. Oui, le mois de mars, c'est le meilleur moment pour tailler la vigne. On peut théoriquement commencer plus tôt. Si vous avez de grandes surfaces, vous pouvez commencer dès le mois de décembre. Mais l'idéal, c'est le mois de mars. Comme vous avez quelques vignes chez vous, c'est le bon moment. Jusqu'à quand? Tout le mois de mars et jusqu'au premier jour d'avril. À partir du moment où vous commencez à avoir des écoulements de sève, ça devient tard. Donc il est plus que temps de le faire à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que c'est important de la tailler? Mais la vigne, c'est une liane. Si vous ne la taillez pas, elle va se développer de manière incontrôlable. Donc il faut la maintenir dans une forme arbustive. Et puis la deuxième raison, c'est qu'un sarment ne produit qu'une seule fois. Donc si vous ne le remplacez pas, l'année suivante, vous n'aurez presque plus de fruits, ou alors des tout petits fruits. D'accord. Alors Michel, avant de s'attaquer à la taille de la vigne, c'est important d'en connaître les différents organes. Oui, bien sûr, pour ne pas faire d'erreur, il faut bien maîtriser chacun des organes de la vigne. On a d'abord ici le cep. Le cep, c'est un peu le tronc de la vigne. On a la baguette qu'on a arquée l'année dernière. On a le courson. Le courson, c'est le petit organe qui était ici, qu'on a taillé sur 2 yeux l'année dernière et qui a donné 2 sarments. Donc l'organe suivant, c'est le sarment, je viens de le dire. On a encore sur le sarment des restes de fructification. On a aussi des vrilles, puisque c'est une plante sarmenteuse. Alors maintenant que j'ai la partie théorique, eh bien allons-y pour la pratique. Oui, je vais vous faire une démonstration. Logiquement, on doit conserver 2 sarments. 2 sarments, normalement, on doit prendre ceux qui viennent du courson de l'année dernière. Mais il faut vérifier s'ils sont suffisamment robustes que pour pouvoir former une baguette pour cette année-ci. Ici, en l'occurrence, j'en ai un qui est un peu faible. Donc on peut éventuellement aller chercher un autre sarment bien fort pour servir de baguette cette année-ci. Donc je repère 2 sarments bien constitués. Celui-ci et celui-là. Tout le reste, je vais enlever. Mais il faut d'abord regarder si les sarments ne sont pas secs, donc s'ils sont encore bien vivants, s'ils n'ont pas subi le mildiou de l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de mildiou, donc les extrémités parfois ont séché. Donc pour vérifier, je coupe et je regarde si c'est bien vert. Si c'est vert, c'est vivant. Si c'est brun, c'est pas bon, il faut chercher un autre organe à arquer. Donc voilà, celui-ci est bon. Je vais le nettoyer, donc couper les vrilles et les rameaux secondaires, comme ceci, jusqu'en bas. Attention de ne pas abîmer les yeux, puisque c'est eux qui feront les futurs sarments porteurs de fruits. Là, il est nettoyé. Le second que je vais garder, ce sera celui-là, parce qu'il est situé un peu en dessous. Il faut toujours que le courson soit situé plus bas que la baguette que l'on va arquer. Le courson, je n'y touche pas pour le moment, je coupe tout le reste. Donc je coupe tout le reste bien à ras. Voilà, puis on évacue tout le bois de taille. Il me reste maintenant à arquer le sarment que j'ai choisi. Pour faciliter l'arcure, on peut le croquer, c'est-à-dire je vais placer mes mains entre 2 bourgeons et je vais un petit peu le plier jusqu'à ce que j'entende que ça craque un petit peu dans mes mains. Pour l'arquer, je compte normalement de 6 à 10 yeux. 6 si le sarment est un peu faible, 10 si vous considérez qu'il est vigoureux. Ici, il est de vigueur plutôt faible, donc je vais lui en garder peut-être 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais attacher mon sarment entre le 6e et le 7e œil. Ici, je vais utiliser une pince à ligaturer, mais vous pouvez utiliser une ficelle ou n'importe quel autre lien.
Voilà. J'ai gardé un œil au-delà de ma ligature et je coupe. Je coupe toujours en laissant un chicot de manière à ce que si on a encore des gelées tardives, on n'est jamais qu'au mois de mars, si on a encore des gelées tardives, c'est le chicot qui va encaisser le gel et les yeux ne seront pas atteints. Seulement maintenant, je vais m'occuper de mon courson de remplacement pour l'année prochaine. C'est très simple, je compte un œil, 2 yeux et je taille sous le 3e œil. Voilà. Et ma vigne est taillée. Alors Michel, il y a différents types de tailles. Ça, c'était une taille... Ça, c'est la taille en guillot simple. D'accord, qui ne convient pas pour tout type de vigne, évidemment. C'est surtout pour les vignes qui sont cultivées comme ici, en plein champ ou dans une pelouse. Ou, voilà. Contre un mur, on préfère utiliser alors la taille en cordon de Roya. On a ici le cep qu'on a cultivé bien droit, et puis on a gardé 2 charpentières définitives. Donc celles-ci ne seront pas renouvelées. Sur les charpentières, s'est développée toute une série de coursons. Les coursons, ce sont ces petits sarments que vous avez là, souvent groupés par 2 ou 3. On en a gardé un lors de la taille de formation, à peu près tous les 15 cm, en gardant de préférence ceux qui sont situés vers le haut. Par la suite, la taille est très très simple. Il suffit chaque fois de garder le premier sarment du courson, le premier sarment, bien vivant, bien fort, et de le couper en dessous du 3e œil. Donc je compte un œil, le premier œil il est là tout en bas, 2 yeux, et je taille, ici en l'occurrence, sous le 3e. Et tout le reste, je supprime. Celui-ci, il ne m'a pas l'air très très vivant, je vais le garder comme ça. Celui-là, j'ai 2 possibilités, ou je garde celui-ci ou celui-là. Ils sont situés l'un et l'autre au même niveau sur mon courson. Je vais garder le plus fort et je compte un œil, 2 yeux et je taille sous le 3e. Je supprime celui-ci. Et on tire les rameaux que l'on a coupés. Alors moi je suggère qu'on se retrouve en septembre-octobre pour les vendanges. Pourquoi pas? Merci Michel. De rien. Voilà, nous voici arrivés au début du printemps, donc on a envie de profiter d'un beau gazon durant cette période, mais particularité cet automne et cet hiver, il a fait extrêmement pluvieux. L'humidité a amené un problème d'asphyxie racinaire au niveau du gazon et on a certaines zones qui sont complètement envahies de mousse parce que la mousse se déploie facilement sur les sols humides. Donc voilà, une des premières choses à faire pour lutter contre la mousse, c'est d'appliquer de la chaux, donc du calcaire, qui va permettre de corriger le pH du sol. Donc on pouvait le faire durant tout l'hiver, mais il est encore temps de le faire ici au printemps. Donc voilà, la solution consiste à appliquer un engrais avec une action contre la mousse. Donc 2 possibilités s'offrent à nous. Soit on applique un engrais qui va nourrir et densifier le gazon, et cet engrais sera combiné à une molécule de chélate de fer qui va faire noircir la mousse après une dizaine de jours. Ou alors on choisit plutôt un engrais avec une action indirecte contre la mousse, et là on va avoir une diversité de matières premières dans ce produit qui va permettre de dégrader la mousse, la faire jaunir et brunir après quelques semaines. Que l'on choisisse une option ou l'autre, les 2 engrais sont présentés en mini-granulés. Donc de mini-granulés est une formulation spécifique à base de matière organique qui est très fine et qui va se répartir uniformément sur le gazon à traiter. Donc voilà que je termine à appliquer notre engrais avec l'action anti-mousse. Donc on va laisser agir pendant environ 3 semaines. La mousse va se dégrader et mourir. On pourra alors procéder à la scarification pour enlever cette mousse morte. Après la scarification, on en profitera pour ressemer des nouvelles semences de regarnissage afin de redensifier correctement notre gazon.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du noisetier. On le connaît tous, c'est une espèce très commune qui se développe dans nos jardins, dans les bois, le long des chemins, etc. Ce noisetier fait partie des espèces pionnières, les premières à coloniser des zones dénudées. C'est aussi un arbre qui est doté d'un puissant système racinaire et qui va maintenir le sol. Il est donc très intéressant à planter également dans les haies. Le noisetier fleurit assez tôt dans la saison. Il offre donc de la nourriture aux premiers pollinisateurs qui se réveillent dès le début du printemps. Et puis, un peu plus tard, durant l'automne, il offre ses noisettes à quantité d'animaux sauvages. Et puis, il faut aussi le plaisir des gourmets qui cuisinent toutes sortes de bons petits plats sucrés avec ces jolis fruits. Alors, au bout de quelques années, le noisetier a tendance à voir son rendement en noisettes diminuer. On peut donc le tailler pour augmenter sa productivité. La taille se fait si possible hors période de gel, à la fin de l'hiver, tout début du printemps jusqu'à début mars, c'est le bon moment. Et surtout, vous allez le voir, on peut récupérer les rameaux taillés pour fabriquer de chouettes petites palissades au jardin qui délimiteront vos parterres fleuris. Le noisetier est un arbuste buissonnant, on le voit ici, il forme des cépées. Donc les cépées, ce sont des touffes constituées de tiges très peu ramifiées, très droites, qui peuvent monter jusqu'à 6 mètres de haut. Je vous le disais tout à l'heure, l'idéal c'est de tailler le noisetier avant la reprise de la végétation pour pouvoir profiter un maximum de sa floraison. On va commencer par dégager son pied en coupant tous les rameaux là, qui sont un peu en surnombre à la base. Vous enlevez également tous les éléments morts. Et puis vous pouvez aussi aérer l'arbre en vous débarrassant de toutes les tiges qui se trouvent au centre ou bien celles qui s'entrecroisent et qui risquent de s'abîmer. Enfin, pour améliorer sa silhouette, vous pouvez aussi couper quelques jeunes rameaux tout au-dessus pour lui donner aussi un petit coup de peps. Voilà, j'ai ramené toutes les branches de noisetier que je viens de tailler pour construire une jolie petite palissade afin de délimiter mon parterre de lavande qui, je vous l'avoue, est pris d'assaut par mes poules un peu envahissant, donc ça m'arrange plutôt bien. Alors, pour réaliser cette palissade, eh bien, vous commencez par mesurer évidemment le contour pour avoir une idée du nombre de branches qu'il vous faudra. Vous taillez des rameaux de noisetier de diamètres différents. Ce sera beaucoup plus joli au niveau du rendu, vous verrez. Et une fois que vous avez amassé toutes vos branches, eh bien, vous commencez par réaliser vos piquets. Alors, il faut des piquets quand même au moins de 40 cm de longueur pour qu'ils puissent bien maintenir l'ensemble de la structure. Vous coupez donc une série de ces piquets dans un rameau d'1 cm de diamètre, une branche à peu près comme celle-ci, c'est très bien. Voilà, tous les 40 cm un piquet. Une fois que vous les avez coupés, vous les plantez, vous les enfoncez tout autour de votre parterre à 30 cm les uns des autres, avec une masse par exemple, pour que ça entre facilement dans le sol. Vos piquets sont installés, il vous reste à tresser votre palissade avec vos branches de noisetier. Et donc vous allez entrelacer les rameaux de part et d'autre de vos petits piquets en alternant aussi les diamètres des branches pour que ce soit plus esthétique. Quand votre palissade est terminée, vous coupez tous les petits bouts qui dépassent à chaque coin pour un rendu plus joli au final. Et voici notre petite palissade 100% maison, 100% nature. Alors le noisetier est un bois assez souple et résistant. On l'utilisait autrefois dans la vannerie, la tonnellerie et aussi pour fabriquer des cannes. Vous pouvez bien entendu varier la hauteur de votre palissade, la densité aussi. Certains mettent plus de noisetier, d'autres font une palissade plus aérée. Ça, c'est en fonction de vos goûts. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Bonjour Patrice. Bonjour Corinne. Alors je vois que tu es déjà en plein travail.
Oui, tout à fait. Alors, comme ton collègue Michel que j'ai vu tout à l'heure, tu es professeur ici en travaux pratiques à l'ITH en arboriculture et on va parler de la plantation des plants en conteneurs. Alors, est-ce que c'est bien, on peut le faire maintenant? Ah, tout à fait. Le gros avantage en fait des plants en conteneurs, c'est qu'on peut quasi les planter toute l'année, hors période de gel. Ok, alors à quoi faut-il faire attention? Malgré tout, il y a quand même quelques petites précautions à prendre au niveau de ces conteneurs. La première des choses, quand vous le prenez en main, il faut quand même qu'il soit saturé en eau. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on doit faire absolument, si vous avez une bassine, une cuvelle de maçon, voire une brouette, vous déposez vos plants pour que toute la motte soit parfaitement hydratée. D'accord. Deuxième petit critère, c'est on observe l'état racinaire du conteneur. Regardez, ici on voit que toutes les racines tapissent parfaitement l'extérieur de notre substrat et ont bien colonisé l'intérieur. Mais malgré tout, on voit de la terre. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le plant a été bien nourri, qu'il n'est pas carencé. Ok. Donc, ce qu'on va se contenter, juste avant d'effectuer la plantation, c'est de donner quelques petits coups de griffe, de manière à permettre un passage beaucoup plus facile des nouvelles racines dans le terrain. D'accord. Voilà, notre plan est prêt. Autre exemple, voilà, ici on a un buddléa, et lui, on constate que là, on voit que le chevelu racinaire, lui, est quand même beaucoup plus important. Donc, ce n'est pas un souci, mais ce qu'il faut, c'est veiller à bien aussi griffer pour permettre à toutes ces nouvelles racines de pénétrer dans le terrain. D'accord. Et là, on remarque un enchevêtrement de racines au fond du conteneur, donc on a un effet de chignon. On n'hésite pas. Il vaut mieux parfois sélectionner la base, voilà, et toutes les nouvelles racines parviendront facilement à coloniser notre terrain et ce ne sera plus un frein, ce chignon, au niveau du conteneur. Ok, super. Alors Patrice, maintenant, on peut planter. Est-ce que le trou est prêt? Ah, le trou est prêt. Donc le trou est tout à fait prêt pour cet arbuste qui est un Viburnum tinus. Donc en fait, le trou est la dimension du trou est proportionnelle par rapport à la taille de l'arbuste. Ici, cet arbuste va faire 1,50 m de haut sur 1,50 m de large. Okay. Il a besoin d'un trou de plantation qui fait 40 par 40 de côté sur 30 cm de fond. Okay. Donc là, on est bon. Voilà, mon trou est quasiment terminé et prêt à recevoir l'arbuste. Ok. Alors Patrice, maintenant que le trou est prêt, est-ce qu'il faut faire encore quelque chose avant de planter? Oui, tout à fait. Quand on voit ici un peu la nature du sol, en fait, on voit qu'on a un terrain très lourd, argileux, compact, qui risque de ne pas être très drainant l'hiver. Donc, on a tout à fait intérêt à mettre en plus sur la terre franche un amendement. Ok. C'est toujours intéressant de mettre un amendement de toute façon. Exactement. Ça va améliorer en fait la structure du sol, amener de l'humus et favoriser la vie des micro-organismes. Ok. Pour ce type de plante, quel amendement? On utilise un compost familial ou un compost bien décomposé. On pourrait aussi installer de la tourbe blonde en amendement. Ça conviendrait très bien. Et si on a une plante acidophile? Ah, dans ce cas-là, il va falloir corriger nettement au niveau de la poche de plantation. On va partir sur une terre dite de bruyère. Ok. Et ça va tout à fait corriger le pH et l'acidifier. Bon, Corinne, ce qu'on peut faire aussi, c'est en plus de l'amendement, on pourrait très bien mettre un engrais organique universel. Ça va aussi amener un peu d'azote et favoriser la reprise du plant et la microflore du sol. Donc, c'est très souhaitable également. Bon, Corinne, il y a encore une opération à faire ici, c'est mettre une pelletée au fond du trou de cette terre amendée et à la bêche de casser le fond de coffre, afin de permettre que les racines pénètrent plus profondément dans le sol, mais assurer un bon drainage au niveau des racines durant l'hiver. Ok, alors le trou étant assez profond, j'imagine qu'on ne va pas mettre le plant comme ça? Non, il faudra régler en fait la hauteur du plant, parce que le collet du plant doit arriver au ras du sol. Donc c'est une petite manipulation qu'on va faire en plus. Ok. Ah ben c'est toi qui as tout fait, Patrice, mais moi je suis contente du résultat. Et tu avais une petite cuvette d'arrosage, c'est qu'il faut arroser. Exactement. Je vais donner la touche finale. Pour cet arbuste, on va mettre de 10 à 15 litres d'eau sans problème,
pour vraiment assurer un bon contact entre la terre et le plan. Ok, reste encore quelque chose à faire après? Toujours à faire. Ce qu'on peut éventuellement faire aussi, c'est mettre un mulch, un paillage autour du pied. Je continue. Ça va conserver l'humidité du sol, c'est bien, conserver l'humidité du sol et également empêcher la levée des adventices. Eh ben, tu sais quoi, Et Patrice? on a terminé. Merci, et maintenant on va le regarder pousser. Eh bien, magnifique Corinne, super, beau programme. Et voilà encore un bon geste du mois. Oui, tout à fait, Sébastien, mais avec des conditions météorologiques pas faciles pour ce dernier geste, en ce qui me concerne. Ouais, exactement, puisque c'est son dernier geste du mois, en tout cas à la présentation, puisque j'imagine tu vas continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Évidemment, je vais continuer, je vais faire mon jardin. Oui, et puis tu pourras voir les conseils de Virginie qui va te remplacer à la coprésentation de cette émission. Et quant à toi, on te retrouvera dans tout plein d'autres produits finalement sur nos différentes chaînes. Tout à fait, dans d'autres émissions. Et puis à bientôt, Merci, Corinne. Sébastien, Et à merci bientôt. à toi. Merci à vous de nous suivre. Ciao. Hashtag concours. Ce mois-ci, notre partenaire DSM vous propose de gagner un engrais pour gazon avec action anti-mousse. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un produit 2 en 1. Il sert d'engrais pour gazon et il agit comme action contre la mousse. Il fera jaunir et mourir la mousse après 1 semaine, une action efficace pendant 100 jours grâce à la Minigram Technology. Pour gagner notre concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Avec quelle essence Virginie fait-elle sa bordure tressée? Et envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook du Geste du Mois. Bonne chance!